Alors, l'activité physique, elle est nécessaire au bien-être physique, mental et social. Elle ne se limite pas donc à une activité sportive de loisir ou de compétition. Elle représente toute forme de mouvement, et ce grâce à la contraction musculaire qui entraîne une dépense énergétique. Bouger prévient les effets catastrophiques d'une sédentarisation excessive. 1. Les muscles et activité physique. Les muscles constituent 40 à 50% du poids total du corps humain. Parmi ces muscles, on observe les muscles des viscères, les muscles cardiaques, les muscles squelettiques, appelés également muscles rouges car riches en pigments rouges. La myoglobine qui s'insère sur l'os, sur les os du squelette par des tendons. A. Les mouvements volontaires et involontaires. Dès la petite enfance, l'enfant bouge, remue, court. Les mouvements sont indispensables à la santé, au développement du corps et aux relations aux autres. Se mouvoir et avoir une bonne posture font partie de besoins fondamentaux humains. Tous les mouvements du corps, volontaires et involontaires, sont essentiellement assurés par l'action des muscles qui ont la propriété de se contracter. 1. Les mouvements volontaires. L'appareil locomoteur, os, muscles, articulations, tendons, etc. assure les mouvements volontaires, la statique, la tonicité et le fait de se mouvoir. La statique, position corporelle, dépend du squelette, les os. La tonicité, force, varie en fonction de la vitalité et de la force musculaire. Troisième tiré, le fait de bouger, de se déplacer, de se baisser, de marcher, etc. fait entrer l'appareil locomoteur dans sa fonction de relation au même titre que le système nerveux. Les muscles chargés du mouvement volontaire sont les muscles squelettiques dits rouges. 2. Les mouvements volontaires. D'autres mouvements, les mouvements involontaires. Les mouvements involontaires. 2. Utilisent également l'activité musculaire comme moyen de mobilité. Ces mouvements involontaires proviennent du cœur, muscles cardiaques, des muscles de la cage thoracique lors de la respiration, des muscles de l'intestin pour le transit, muscles des viscères. Ces muscles sont dits blancs. B. Le travail musculaire. 1. Les muscles squelettiques. La contraction des muscles squelettiques permet le maintien de la posture et des mouvements. Les muscles squelettiques ont des formes différentes, en fuseau comme le biceps ou en forme d'éventail comme le grand dorsal. À chaque extrémité, les tendons rattachent le muscle à l'os. Les muscles sont constitués de faisceaux musculaires possédant plusieurs cellules musculaires, ayant une forme allongée appelée fibre musculaire. Chaque fibre contient de nombreux filaments protéiques ou myofibrilles, organisés de façon répétitive, ce qui se traduit à l'échelle microscopique sous forme de stries longitudinales et transversales. Les muscles squelettiques portent le nom de muscles striés. L'élément structural et fonctionnel de la myofibrille, fibre musculaire, porte le nom de sarcomère. Il est constitué de zones sombres alternant avec des zones claires. Les sarcomères sont des filaments très souples qui peuvent coulisser et se raccourcir ou s'allonger en s'étirant. 2. La contraction musculaire. En réponse à une stimulation du système nerveux, le muscle squelettique se contracte, il gonfle, durcit et se raccourcit. Prenons l'exemple des mouvements de l'avant-bras qui résultent de la contraction de deux muscles, le biceps et le triceps. Lorsque l'on fléchit l'avant-bras, le biceps se contracte, il gonfle et durcit et se raccourcit par l'intermédiaire des tendons. Cette contraction rapproche l'avant-bras du bras, entraînant la flexion du bras. Le mouvement contraire, l'extension, mettra en jeu le muscle antagoniste du biceps, le triceps. L'activité musculaire est donc faite de contraction et de décontraction de fibres. La capacité des fibres à bouger vient d'une commande cérébrale grâce aux influx nerveux provenant d'un nerf moteur. Le lieu précis où l'influx moteur entre en contact avec le sarcomère s'appelle la plaque motrice. À cet endroit, l'influx nerveux libère une hormone médiatrice, l'acétylcholine. Elle excite la fibre musculaire en libérant du calcium. Pour se contracter, le muscle utilise de l'adénosine triphosphate, de l'ATP, produite par la transformation du glucose lorsqu'il est mis en contact avec l'oxygène contenu dans le sang. En résumé, glucose plus oxygène, ça fait de l'ATP. Lorsque le glucose et l'oxygène ne sont pas utilisés, la réserve de glucose est placée sous forme de glycogène, qui sera disponible dans le foie et prêt à être utilisé lors du prochain effort physique. Après la contraction, l'acétylcholine sera détruite par une enzyme opposée, la cholinestérase. La contraction musculaire peut s'enregistrer sous forme de tracés de graphiques appelés électromyogrammes. On observe à l'excitation d'un muscle un temps de latence de réaction, courte période où il ne se passe rien sur l'enregistrement, le tracé reste pas. Une phase de contraction, une phase de relâchement ensuite et une phase de repos. Le tonus musculaire, c'est la contraction minimale et permanente de nos muscles, état de tension au repos de nos muscles. Sans cette tonicité, tonus musculaire, c'est la contraction minimale et permanente de nos muscles. Sans cette tonicité, nous serions comme des poupées de chiffon ou des pantins désarticulés malgré nos os. Il est à noter que les muscles peuvent également se contracter sans commande cérébrale. En présence de douleur, par exemple, le message douloureux passe directement par la moelle épinière logée dans la colonne vertébrale et le muscle se rétracte et se retire de l'objet en cause.
C'est ce qu'il vous arrive lorsque vous vous brûlez ou que vous piquez avec une aiguille. Cela porte un nom, l'arc réflexe. 3. Les effets physiologiques. Dès les premières minutes d'un effort physique, que ressent-on? Rougeur, chaleur, sudation. On constate également une augmentation des activités respiratoires et cardiaques par le système cardio-respiratoire également fortement sollicité. La consommation d'énergie. La contraction musculaire produit une dépense d'énergie qui se manifeste sous deux formes, travail et chaleur. Le muscle qui travaille est à l'origine d'un mouvement qui s'accompagne d'une libération de chaleur. Par ailleurs, l'augmentation du travail cardiaque pendant l'activité physique permet d'apporter de l'oxygène aux muscles qui sont mobilisés. Le tonus musculaire et l'activité musculaire modifient le métabolisme basal. Tenir assis, tenir debout sans bouger, être allongé, marcher, toutes ces postures dépensent de l'énergie calorique. Cette dépense d'énergie provoque un dégagement de chaleur. On brûle nos calories, cette chaleur se manifeste par une augmentation de la température corporelle et par une perte d'eau sous forme de sueur. B. La production de déchets. Pour fonctionner correctement, le muscle a besoin d'oxygène et d'énergie qui sera apportée par le glucose. A contrario, lorsque ces substances indispensables au fonctionnement des muscles viennent à manquer et que le glycogène est épuisé, de l'acide lactique est fabriqué et déversé dans le corps. C'est alors que survient la courbature. La contraction musculaire produit donc des déchets, dioxyde de carbone et acide lactique. Ces derniers seront éliminés du muscle lors de la phase de récupération. C'est l'activité physique et ses liens fonctionnels. Les muscles sont donc des tissus, assemblage de cellules. Comme tous les tissus vivants, ils grandissent, se renouvellent, se fortifient, s'altèrent. Pour cela, ils ont besoin d'éléments énergétiques fournis par l'alimentation et d'oxygène apporté par la respiration. Une bonne alimentation et une bonne respiration efficiente favorisent donc une activité physique de bonne qualité, notamment au moment de la croissance et lors de l'exercice professionnel. En effet, de bons gestes et des mouvements contrôlés sont indispensables au maintien en bonne santé. L'activité physique, l'alimentation, la respiration et l'ergonomie entretiennent donc des liens étroits. Par ailleurs, l'activité musculaire augmente la température corporelle. Or, la température corporelle est sous le contrôle du système nerveux qui la maintient dans les limites normales lors des efforts musculaires. Thermorégulation. Lors d'un travail musculaire, l'étude du travail musculaire démontre les liens avec la physiologie digestive et glandulaire. Ces liens anglais. L'activité musculaire intervient sur le métabolisme basal et de fait sur l'ensemble des métabolismes en fonction humaine, digestive, rénale, hépatique, hormonale, sommeil, etc. 2. Les effets de l'activité physique sur l'hygiène de vie, les effets bénéfiques, grand A. Les bénéfices de l'activité physique sont visibles lorsque celle-ci est régulière et adaptée à la personne, âge et capacité, qu'elle s'inscrit dans une hygiène de vie globale. Le bien-être qu'offre l'activité physique est sociale mais aussi mentale. Le PNNS, Programme National Nutrition Santé, recommande au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Les effets bénéfiques de l'activité physique sont présentés dans le tableau intitulé Les bienfaits du sport. En bienfaits physiques, développement harmonieux des appareils musculaires et osseux, amélioration des capacités respiratoires et cardiaques, de l'état articulaire et à plus long terme de l'espérance de vie sans incapacité, développement du sens de l'équilibre, de la coordination des gestes, bienfaits psychologiques, épanouissement personnel, développement de la confiance en soi, de l'autonomie pour les enfants, canalisation d'un trop plein d'énergie, confrontation aux autres par la compétition, goût de l'effort, acceptation des échecs, bienfaits sociaux, outils d'intégration, facteurs de lien social, terrain de rencontre, outils d'apprentissage des règles sportives et de valeurs, comme le respect, la tolérance et la solidarité. En petit 1, des bénéfices spécifiques à tous les âges. Bouger, avoir une activité physique apporte des bénéfices différents selon les âges. A. Chez l'enfant, augmente le capital osseux, notamment sa densité, renforce sa capacité cardiaque et pulmonaire, accompagne la notion de plaisir et de confort, développe le corps, renforce les articulations, permet d'apprendre à connaître son corps et ses capacités, éveille la curiosité de l'esprit, stimule le lien social. B. L'adolescence. À l'adolescence, engage l'esprit de compétition, de performance, l'envie ou le besoin de dépassement de soi, de reconnaissance, participe à la recherche et à la formation d'un clan, groupe, équipe, fait du bien au moral. C. À l'âge adulte, entretient les acquis physiques, soulage les tensions, libère les émotions, lutte contre les excès, tabac, alcool, alimentation grasse. Au cours du vieillissement, D. Retarde les effets du vieillissement, augmente les capacités de réserve d'énergie, glycogène, préserve le capital santé restant, fortifie les relations sociales, conserve la tonicité musculaire et la solidité osseuse indispensable à la marche. Lutte contre l'ostéoporose, l'arthrose. Prévient des douleurs rhumatismales et articulaires. 2. Les bénéfices en cas de maladie. En situation de maladie ou de handicap moteur, l'activité physique est très importante. En effet, l'alitement prolongé et la non-utilisation d'un membre diminue le poids et la tonicité du muscle, voire des muscles. La personne perd de la masse musculaire, les tendons se rétractent, les articulations prennent une mauvaise position, la marche devient difficile, douloureuse, avec risque de chute. C'est pourquoi les séances de mobilisation musculaire, de kiné, voire des appareillages particuliers deviennent nécessaires pour conserver la tonicité. 3. Les problèmes liés à la sédentarité.
Le lien est prouvé entre sédentarité et développement de certaines maladies comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer du sein et du côlon, les maladies neurodégénératives. B. Les excès de sport. 1. Le surdosage. Il dépend des individus et des circonstances. Lorsque fatigue musculaire et essoufflement se font sentir, les limites ont été dépassées. Les conséquences d'un excès de pratique et d'un surentraînement sont l'apparition de blessures, de fractures de fatigue, de fatigue. Le surentraînement retarde la croissance chez l'enfant et la puberté chez l'adolescent. Les bénéfices sont proportionnels à la dose d'activité lorsque les conditions de récupération sont respectées. 2. L'addiction. Chez certains sportifs, l'activité sportive envahit la vie familiale et sociale et ils deviennent addicts, dépendants psychologiquement car dépendants physiologiquement. Les mécanismes physiologiques de la dépendance reposent sur la sécrétion d'hormones, les endorphines et la dopamine. Sécrétées par le cerveau, ces hormones diminuent la douleur et provoquent des sensations d'excitation et d'euphorie. De plus, plus l'intensité et la durée de l'exercice physique sont importantes, plus le taux de sécrétion de ces hormones s'élève. Ce phénomène concerne une fraction minoritaire de personnes pratiquant le sport de manière intense. 3. Le dopage dans le sport. La recherche de performance constitue le motif principal du dopage. L'utilisation de produits dopants recherche à augmenter ses performances physiques, augmentation de la masse musculaire, de l'endurance, de la combativité, ou à éviter que ces performances diminuent, faciliter la récupération physique et nerveuse. Exemple de l'EPO. L'EPO, érythropoïétine, est l'une des principales substances illégales utilisées pour les sportifs. Ce produit chimique permet au sang de transporter davantage d'oxygène vers le muscle et donc aux sportifs de récupérer plus rapidement après avoir fourni un très gros effort. C'est un produit très dangereux car il rend le sang plus épais. Celui-ci circule plus difficilement et il peut entraîner les caillots, c'est-à-dire les petites boules de sang, presque solides qui bloquent la circulation du sang dans les veines et peuvent donc entraîner la mort. C'est l'hygiène de vie et les activités physiques. L'activité physique est essentielle pour avoir une bonne hygiène de vie, mais à l'inverse, une bonne hygiène de vie est indispensable pour pouvoir pratiquer une activité physique. Il faut donc éviter de se blesser et de s'épuiser en faisant du sport, être attentif à la manière de le pratiquer et sceller d'apports extérieurs tels que l'alimentation. 1. Type de douleur musculaire. Les muscles ont leurs propres problèmes de santé, élongation, claquage, déchirure, crampe. Une élongation est un étirement du muscle au-delà de ses habitudes. Un claquage correspond à une rupture des fibres musculaires composant le fuseau. Une déchirure marque la rupture de continuité d'un muscle, l'équivalent d'une fracture osseuse. La crampe, signe de contraction musculaire soudaine, violente et involontaire due à un dépôt d'acide lactique qui n'a pas été évacué par un apport hydrique suffisant. Une bonne hygiène de vie ciblée sur l'appareil locomoteur prévient en partie ces soucis douloureux qui produisent une incapacité fonctionnelle. 2. Les manières d'éviter ces douleurs. L'alimentation. Grâce à l'alimentation, l'organisme peut profiter d'apports qui lui seront nécessaires pour pratiquer une activité physique. Une alimentation saine offre des apports en calcium pour la solidité des os, en phosphore également pour la solidité des os, en vitamine A et D pour la croissance, le glucose pour la fabrication de l'ATP, en protéines, constituant principal de la masse musculaire, en eau pour alimenter les muscles qui sont constitués à 70% d'eau environ, en vitamine E pour la fruit nerveux et au niveau de la plaque motrice, en fer pour le transport d'oxygène dans les globules rouges sanguins. Avant de réaliser une activité physique de longue durée, il est important de consommer des sucres lents, pain et des fruits, bananes, fructose, ainsi que de l'eau. Ne pas oublier d'emporter du glucose, sucre rapide et lent et de l'eau. B. Les mouvements. Avant de pratiquer un sport, il faut s'assurer que les mouvements qui exigent cette activité sont adaptés à l'âge et aux besoins, adaptés à l'état de santé, entrecoupés de périodes de repos, dosés en durée, en difficulté, en intensité, en capacité, en handicap, en degré d'entraînement, souple, aisé, ample, non empêché par des vêtements trop serrés, de chaussures trop petites. Avant de réaliser une activité physique et de longue durée, il est essentiel de chauffer ses muscles en effectuant des mouvements. C'est l'échauffement. Il faut évaluer la durée, l'intensité et la difficulté de l'exercice en fonction de son état de santé, de ses habitudes, etc. C'est l'ergonomie dans le sens adaptation du travail à l'homme. Lorsque l'on exerce une activité professionnelle, on peut aussi être amené à se servir de son corps et plus particulièrement de ses muscles. Comme pour une pratique sportive, il faut adapter ses mouvements pour éviter de se blesser en répartissant les lourdes charges que l'on porte entre les deux bras, en portant contre sa poitrine, en utilisant des sacs à roulettes, des diables, des chariots, en s'accroupissant, en pliant les jambes et non le dos pour ramasser un objet au sol. Les entreprises ont pour obligation de prévenir les risques professionnels de leurs salariés en mettant en place des mesures d'ergonomie. Les troubles affectant l'appareil locomoteur engendrés par le travail sont les troubles musculo-squelettiques. Il faut retenir qu'une activité physique n'équivaut pas à la pratique d'un sport. En effet, le sport n'est pas forcément bénéfique pour tous les individus. Le corps a ses limites il faut savoir l'écouter.